Bienvenue dans Z-Band, l'espace où la génération Z questionne le monde sans filtre et sans détour. Z-Band, un format produit par l'EACE, crée une rencontre directe entre des jeunes et un guest speaker. Azaf Rahim guide cet échange et donne la parole à 4 jeunes âgés de 16 à 20 ans. Elias, Yahya, Ella et Lina, venus questionner, comprendre et interpeller. Notre invité aujourd'hui est M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, figure incontournable des relations internationales, écrivain et l'une des voix les plus marquantes de la scène diplomatique contemporaine. Pour commencer, place à la technologie et à l'innovation. Bonjour, Monsieur Dominique de Villepin. Bonjour. Depuis des décennies, les pays du Sud ratent les grandes révolutions technologiques. Mais aujourd'hui, face à l'avance qu'ont la Chine et les États-Unis en matière d'intelligence artificielle, c'est à peu près tout le reste qui est en retard. Sommes-nous donc condamnés, des deux rives de la Méditerranée, à devenir de simples vassaux numériques, ou bien est-ce qu'une alliance Nord-Sud peut-elle changer la donne? Alors vous posez bien la question, l'avance des États-Unis, l'avance de la Chine en matière technologique ne cesse de s'affirmer. Et face à ça, on a un choix. Soit chacun d'entre nous avance en ordre dispersé, soit on est capable de comprendre les solidarités qui nous lient. D'abord les liens de l'histoire, les liens de la géographie, et aujourd'hui un défi commun, qui est notre indépendance, notre souveraineté, comme vous l'avez parfaitement dit. Cette souveraineté, il faut comprendre qu'elle n'est pas seulement technologique. Elle doit être aussi vraie en matière sécuritaire, en matière financière, nous y reviendrons peut-être. Tout cet ensemble constitue notre capacité à regarder l'avenir ensemble. Mais là où le différentiel de puissance se fait de façon très marquée, c'est bien dans le domaine technologique. On le voit avec les plateformes numériques. Nous n'avons pas en Europe et ici au Maghreb ou en Afrique, ni ailleurs d'ailleurs dans le monde, d'équivalent des grandes plateformes que sont les GAFAM ou que sont les BATS. Ils ont des outils que nous n'avons pas. Et donc nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser aussi ces outils. Par contre, nous avons le choix de pouvoir réglementer l'usage de ces outils, contrôler un certain nombre de ces outils. C'est donc la question de la réglementation et c'est la question de la capacité de modération des algorithmes. Dans ce domaine, nous avons donc à nous organiser, à structurer nos espaces de façon à ce qu'ils ne soient pas de simples espaces où la règle américaine ou chinoise s'impose, la règle TikTok, la règle Instagram s'impose à nous, et que nous puissions préserver cette indépendance. Cette indépendance, elle est particulièrement importante sur le plan politique et idéologique. Les Américains viennent de signer, il y a quelques jours, leur stratégie de sécurité nationale. Et au sommet des objectifs de cette stratégie nationale, il y a la volonté de mettre en œuvre les outils qui sont les leurs sur le plan numérique. Et on voit les accusations qui sont portées vis-à-vis des Européens d'être un espace en déclin, y compris en déclin civilisationnel, des régions où la liberté d'expression ne serait pas, conformément à ce que pense aujourd'hui l'administration américaine, vraiment satisfaite. Donc, nous avons à défendre aujourd'hui nos pays face à une idéologie qui n'est pas la même que la nôtre. Le partage des idéaux démocratiques ne se fait plus entre les deux rives de l'Atlantique. Et c'est en ça qu'avec l'ensemble des pays qui sont proches de l'Europe, nous avons aujourd'hui le devoir d'avancer ensemble. Et il y a un espace privilégié pour l'Europe. Cet espace privilégié, c'est l'espace composé du Maghreb, de l'Afrique, de la zone Moyen-Orient. C'est ce que j'appellerais le voisinage européen. Nous partageons une histoire, je l'ai dit, des valeurs, une géographie, et nous avons aujourd'hui à nous doter d'outils qui nous permettront d'avancer et d'avancer ensemble. Vous avez mentionné la limite qu'il faut imposer à l'innovation, nous y reviendrons plus tard, mais juste avant, dans votre dernier ouvrage, Le pouvoir de dire non, vous dénoncez l'impérialisme, l'hypercratie des élites. En somme, vous frôlez l'appel à une conscience de classe. Mais avec les urgences climatiques et géopolitiques actuelles, et aussi les cartes qui sont rabattues par ces nouvelles technologies-là, pourquoi s'arrêter à un non? Pourquoi ne pas aller plus loin? Le véritable courage pour nos générations ne réside-t-il pas plutôt dans un oui à un changement plus radical?
Bien sûr, mais avant, de dire oui, il faut être capable de mesurer la menace. Nous sommes dans un premier temps où il y a un combat à livrer. Quand il y a un combat à livrer, c'est vrai, face à tous les grands défis de l'histoire, il faut d'abord être capable de résister et donc avant de pouvoir, livrer combat, il faut éviter, de se laisser enfoncer, dominer par, le pouvoir, de l'adversaire ou du rival. Heu On le voit bien, face, aux nouvelles technologies qui, dominent aujourd'hui les marchés, la première règle, c'est d'être capable de contrôler, l'importance de ces technologies chez nous. Quand, nous voyons, par exemple, des produits chinois, comme ceux des plateformes Temu ou Shein, bah, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte que des produits qui sont, fabriqués, sans respecter les règles sociales Mmh. ou environnementales qui sont les nôtres, puissent, arriver en toute liberté par, le biais de petits colis? Ou est-ce que nous nous dotons d'une réglementation pour faire face? Donc, vous avez 100 fois raison, il faut réagir, il faut mettre en œuvre des politiques, mais la première chose d'abord, c'est d'y faire face. Quand vous avez des véhicules automobiles électriques arrivant de Chine qui sont beaucoup, beaucoup moins chers et souvent de très grande qualité. Comment, pouvoir véritablement, limiter l'accès au marché européen de ces produits? Et c'est pareil en ce qui concerne le numérique pour les États-Unis. La règle qui a été posée par l'administration Trump, c'est: on augmente d'emblée les droits de douane, heu, en Europe et à partir de là, heu, c'est les États-Unis qui fixent la règle. Nous avons accepté sans réagir une hausse de 15 des droits de douane ou en réagissant, très mollement et à Mmh. partir de là, que disent les États-Unis? Surtout, surtout ne cherchez pas à réglementer, les plateformes numériques, Mmh. qui veulent travailler en Europe, parce que nous augmenterons encore les droits de douane. Donc nous tombons dans ce qui est un chantage, économique, commercial, technologique, qui est tout à fait inacceptable entre partenaires et donc Mmh. il y a un moment, il faut être capable d'abord de dire non et puis se poser la question: comment on s'organise? Comment on organise des filières de substitution? Comment on organise des partenariats? Et c'est là où des 2 côtés de la Méditerranée, dans un espace, dans un marché suffisamment important qui peut être de 300-400 millions de Mmh. personnes, comment est-ce que ensemble, on se dote des outils qui nous permettront de réagir? Merci. Maintenant une question un peu plus philosophique. Toujours dans le pouvoir de dire non, vous évoquez les seuils éthiques qui sont liés au transhumanisme et aux biotechnologies. D'où viennent votre socle, vos axiomes moraux qui vous permettent justement de tracer ces frontières-là, ces frontières éthiques? Alors l'Europe a une histoire et cette histoire, elle puise évidemment, dans la profondeur des siècles et en particulier, dans le siècle dit des Lumières, le XVIIIe siècle, qui a éclairé par la réflexion philosophique, ce qu'était, l'homme européen, l'homme tout court, l'homme nu dans, son identité humaine et qui, commence par comme première démarche, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la nature, du milieu dans lequel nous sommes et donc ce socle des Lumières nous donne, une certaine exigence qui est essentielle, à l'ère du numérique. Quand, nous prenons l'habitude de scroller sur nos portables, de passer, d'une image à l'autre, d'une petite histoire à l'autre en 10 secondes, c'est tout notre régime d'attention qui en est modifié. Tout à fait. Moi, j'ai grandi, et c'était un délice quand j'avais 7 ans, 8 ans, en prenant à la bibliothèque de mon école en Amérique latine, je prenais le plus gros livre possible pour pouvoir plonger dans des univers. Alors c'était Robinson Crusoe, c'était toutes sortes d'histoires et j'étais capable de lire 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures dans une même journée, d'affilée, sans m'arrêter. J'étais pris, par la passion et je dévorais les ouvrages. Aujourd'hui, est-ce qu'un jeune est capable de passer 3 heures, 4 heures, Mmh. 5 heures à lire? Plus autant. Et voilà, le régime d'attention a changé et nous devons faire en sorte que notre humanité ne soit pas soumise à une nouvelle règle qui est celle du zapping permanent, l'incapacité à se concentrer, à se fixer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un principe très important pour moi, qui porte un nom un peu barbare, qui est le principe de congruence. C'est quoi la congruence? La congruence, c'est une exigence qui consiste à aligner ses idées, sa vie, hem, la construction de sa vie autour d'un souci
d'ordre. Faire en sorte que l'enfant qu'on est à 7 ans, le jeune homme qu'on est à 14 ans, l'homme qu'on est à 21 ans, la personne beaucoup plus âgée que je suis à 72 ans, il n'y ait pas trop d'écart. Il y ait un fil directeur. Parce que si nous nous laissons guider par les nouvelles technologies, par nos désirs, par nos ambitions, nous perdons nos rêves d'enfants, nous perdons nos exigences, nos idéaux, nos envies, le respect de nous-mêmes et parfois le respect des autres. Donc il y a, je crois, une exigence de continuité. La congruence, c'est la capacité à aligner, tirer un fil entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être demain. Ne pas se laisser bousculer par la vie, par les désirs, par les situations, mais être capable de construire sa vie Mmh. et d'ordonner les choses petit à petit, de façon à être celui que l'on veut être. Merci, Dominique Delbas. Merci à vous, c'était passionnant. Merci Merci beaucoup. Eliès. Bravo. Merci Monsieur Dominique. Vous avez mentionné un point très important, le fait de tenir à ses principes et de ne pas essayer d'être tenté par les tentations, que ce soit les nouvelles technologies ou autre chose. Ça ne veut pas dire Oui. être droit dans ses bottes. Ouais. Parce qu'être droit dans ses bottes, ça veut dire qu'on refuse de changer, on s'enferme dans ses propres idées et on ne regarde pas les autres. Non, ça veut dire être capable en permanence de se questionner soi-même et de questionner les autres et le monde pour essayer de faire mieux. Je crois que rien n'est définitif dans la vie, on peut toujours faire mieux. Ouais. Et ce qui est passionnant chaque jour, c'est d'essayer de tirer les leçons de la veille pour s'améliorer. On n'est pas une fois pour toutes ce que l'on est. Et on a toujours intérêt à se remettre en cause pour essayer d'avancer. C'est un débat permanent. Voilà. Merci Eliès, tu viens d'opposer le décor technologique et stratégique de notre époque, mais l'avenir ne se construit pas uniquement sur les algorithmes, il se joue sur les alliances, les projets communs et la capacité du Maghreb à passer dans un monde en pleine récomposition. C'est exactement le terrain de notre prochain intervenant, Yahya Brahim, à toi le tour. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour. c'est un plaisir de vous avoir ici en Tunisie. Merci. Et quand on pense à la Tunisie, on pense au Maghreb. Ainsi, face à l'évolution des blocs régionaux et aux pressions des grandes puissances et superpuissances comme les États-Unis et la Chine, quelle initiative concrète la Tunisie et ses voisins pourraient-ils lancer pour renforcer leur coopération et stimuler l'innovation? Le point de départ de tout ensemble régional, c'est d'être capable d'approfondir son unité. Nous sommes dans un monde qui a profondément changé en quelques années. Nous étions dans une mondialisation libérale où les lois de l'espace dominaient. Et nous sommes rentrés dans une mondialisation fragmentée en blocs. Ça veut dire qu'il y a une prime aux régions qui sont capables de se structurer pour construire des solidarités de proximité. Et c'est tout l'enjeu et tout le défi pour le Maghreb. Est-ce que le Maghreb est capable de structurer sa croissance économique autour d'infrastructures, autour de réseaux énergétiques, autour de systèmes d'eau, autour de moyens technologiques qui lui permettent de développer l'ensemble de ces espaces. Cette unité économique, sociale, culturelle, technologique, elle dépend très largement de variables politiques. La clé de l'unité d'une région, c'est la capacité qu'ont les États à s'entendre bien les uns les autres. Or, au Maghreb, il y a un certain nombre de difficultés liées à l'histoire, de contestations frontalières, de sujets hérités de la colonisation, c'est la question du Sahara occidental, et tout ceci, si l'on veut rentrer dans une nouvelle époque, doit être dominé. Le Moyen-Orient, pas très loin, participe des mêmes défis et des mêmes difficultés. Le Moyen-Orient ne pourra trouver son unité régionale que lorsque le conflit palestinien sera réglé, quand les relations entre Israël, le Liban, la Syrie sera réglée, quand la question du nucléaire iranien sera réglée. Donc le Maghreb a un défi, c'est de renforcer l'ensemble de ces coopérations techniques, économiques, culturelles, mais cela suppose davantage d'unité politique. Mais il y a un autre facteur qui peut favoriser l'intégration. C'est que le Maghreb
bénéficiera considérablement de coopérations privilégiées avec d'autres régions. Et il y a une région voisine, c'est l'Europe. Des deux côtés de la Méditerranée, nous avons une proximité très marquée par l'histoire et par la géographie. Et la capacité de renforcer les coopérations entre ces deux ensembles, qui sont complémentaires à bien des égards, passe effectivement par un intérêt commun que nous avons à encourager l'intégration politique, économique et régionale des deux côtés de la Méditerranée. Et de ce point de vue-là, il y a donc, en quelque sorte, une logique de partenariat, de co-développement, de co-responsabilité. Nous ne sommes plus dans la logique nord-sud, où il y avait un nord dominant et un sud qui était limité par un certain nombre d'activités économiques et techniques. Nous sommes aujourd'hui dans un véritable partenariat qui suppose que des deux côtés, à égalité, nous puissions trouver les bases d'un progrès commun. Ça veut dire faire de gros efforts dans le domaine de la question des migrations, par exemple, de la question de la gestion des trafics, de la question des partenariats économiques et technologiques. Mais les synergies sont là, on le voit ici en Tunisie, dans la réussite d'un certain nombre de groupes économiques et technologiques qui, d'ores et déjà, ont compris et trouvé les moyens de ce développement en liaison avec les marchés européens. Il faut approfondir cela, l'approfondir, et c'est un des enjeux des questions de formation, l'approfondir aussi dans le domaine de la formation des jeunes, des talents, pour que les compétences puissent s'améliorer, s'élever, et donc que le partenariat puisse s'approfondir et devenir encore plus efficace. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous l'avez souligné, la coopération régionale apparaît donc comme incontournable et légitime. Cependant, la vraie question est de savoir par où commencer. Ainsi, si le Maghreb devait lancer un projet commun dès demain, pour peser dans le nouvel ordre mondial, lequel serait le plus bénéfique pour la région? Est-ce qu'un projet environnemental, écologique, politique, économique, social? Alors je crois que la logique qui a été celle de l'Europe, pour prendre l'exemple de ce que l'Europe a fait, c'est de mettre l'économique d'abord. Nous avons commencé par la coopération économique dans le domaine du charbon et de l'acier dans les années 50, au lendemain de la guerre, et nous avons poursuivi par la création de la communauté européenne, et aujourd'hui nous avons élargi en développant un marché européen qui touche à l'ensemble des différents secteurs, même s'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine des capitaux. Donc, un des choix possibles, c'est de suivre l'itinéraire qui a été celui de l'Union européenne et de commencer par une intégration économique, un partage économique. Et il est évident qu'aujourd'hui, réfléchir à un meilleur partage dans des coopérations sur l'eau, par exemple, les interconnexions dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, de transport, c'est vrai que autant les infrastructures de transport existent dans une logique nord-sud, autant elles existent peu dans une logique est-ouest. Donc désenclaver les régions, mais ça suppose de pouvoir ouvrir les frontières, ça suppose de pouvoir structurer les territoires en optimisant l'intérêt de chacun à travers une logique de développement des ports qui puissent bénéficier, par exemple, des aéroports qui puissent bénéficier à l'ensemble de la région. Donc, c'est d'abord se doter des infrastructures, se doter d'un partage de développement à travers des interconnexions qui augmentent la capacité de la région à produire, à consommer, à se développer. Et je pense que cette logique-là, c'est la bonne. Ma conviction, c'est que ce n'est pas complètement séparable des autres dimensions, sociales, économiques, culturelles. D'une certaine façon, l'ensemble de ces dimensions doivent aller de pair en privilégiant les partenariats qui sont susceptibles d'être mis en place rapidement et qui sont susceptibles de marcher. Il n'y a pas de démarche sur le plan régional et international qui soit plus efficace que la démarche qui consiste à montrer à tout un peuple qu'un projet donne des résultats. Une des grandes difficultés du monde d'aujourd'hui, et c'est vrai partout, dans le monde, c'est vrai en Chine, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Afrique, c'est la difficulté à recenser des choses qui marchent. Quand quelque chose marche, il y a un enthousiasme, il y a un appel d'air,
il y a de la volonté d'aller de l'avant, de multiplier les initiatives. Et donc, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de quelque chose qui marche. Merci pour votre réponse. Et cette dynamique ne se jouera pas uniquement entre États. Nous, les jeunes, aurons un rôle décisif. Ainsi, Monsieur de Villepin, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent contribuer au renouveau économique et politique de leur pays dans un contexte d'incertitude globale? C'est-à-dire, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent s'engager dans le combat d'une vie? C'est une question difficile et c'est celle que nous avons tous à régler à tous les âges. Et de ce point de vue-là, il faut être lucide. Votre génération a une tâche particulièrement difficile. Et je le dis souvent en France et en Europe, mais c'est vrai dans beaucoup de régions du monde, votre génération a un défi encore plus lourd. Parce que vous avez, dans la plupart des cas, à faire face à une dette écologique laissée par la génération précédente, à une dette financière laissée par la génération précédente, et à un monde qui est encore plus difficile et plus complexe à aborder. Et c'est pour cela que la première chose, à mon sens, qu'il faut faire, c'est essayer d'enrichir, de diversifier son expérience. Une bonne formation, c'est bien, mais être capable d'ouvrir cette formation, d'élargir son horizon, voyager, regarder ce qui se fait ailleurs, au-delà des frontières, ce qui se fait dans les pays voisins, ce qui se fait sur d'autres continents, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir se situer, de pouvoir mesurer le champ des connaissances qui reste à apprécier, et c'est la possibilité de transcrire chez soi un certain nombre des idées qu'on a pu avoir. Il y a un programme qui a fait une différence pour beaucoup de jeunes en Europe, c'est le programme Erasmus. Le programme Erasmus est un programme qui permettait à un jeune Français d'aller passer quelques mois en Espagne, au Portugal, en Allemagne. Moi, je pense que ce programme, nous devrions être capables dans les prochaines années de le développer entre l'Union européenne et le Maghreb. Avoir, et une partie de l'Afrique, progressivement. Je pense que plus nous sommes capables de nous ouvrir aux autres réalités de pays voisins, d'ensembles régionaux voisins, plus notre horizon s'agrandit. On a souvent tendance à voir midi à sa porte. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très très vite, qui change très très vite, où rien n'est figé, où les possibilités sont immenses, et donc il ne faut pas s'enfermer, mais bien essayer de relever les défis du monde. Donc, s'ouvrir au monde et en même temps questionner sa propre conscience, questionner sa propre intelligence en acceptant de penser différemment. L'une des règles que je me suis fixée dans ma vie, c'est de penser contre moi-même. On a toujours tendance à croire qu'on détient la vérité, que l'on est fort et riche de ses certitudes. Je pense le contraire. Je pense qu'il faut accepter tous les jours de se soumettre à la question. Vous voyez, quand on se sert de nos petits iPhones et qu'on va sur ChatGPT, quand vous posez une question à ChatGPT, la plupart du temps, les algorithmes font que ils vont dans votre sens, ils vous donnent raison, ils suivent la pente de la question que vous avez posée. Et donc, il faut constamment reprendre ChatGPT en disant « Faites-moi maintenant une analyse critique de ce que vous venez de me dire » pour avoir l'autre face, la face cachée de la Lune. Si on veut vraiment comprendre un sujet, il faut le regarder sous différents angles. Regardez ici, dans cette pièce, il y a 1, 2, 3, 4 caméras qui prennent chacune un angle différent. Chacune de ces caméras regarde une partie de la réalité. Et si on n'avait qu'une de ces caméras, on aurait une réalité différente de celle des autres. Eh bien, c'est pareil en matière intellectuelle, en matière culturelle. Notre regard n'est pas le même selon que l'on regarde la question palestinienne vue du Chili, vue de Washington, vue de Tokyo, ou vue de Paris, ou vue de Tunis. C'est un autre regard. Et il faut donc avoir conscience, et c'est en ça que la technologie moderne est utile, quand vous regardez l'ensemble des chaînes auxquelles vous avez accès, eh bien, passez 10 minutes sur Al Jazeera, passez 10 minutes sur TF1, passez 10 minutes sur une chaîne comme CNN. Ça vous donne des angles différents, des questions différentes, des regards sur le monde différents. Il ne faut pas s'enfermer dans des certitudes.
Pas plus qu'il ne faut s'enfermer dans des algorithmes qui vous mettent avec des gens qui pensent comme vous et qui vous renforcent dans vos convictions. Il faut être capable, en permanence, d'adopter un esprit critique. L'esprit des Lumières, c'est un esprit critique où vous ne vous contentez pas d'un seul regard sur les choses et sur le monde, mais vous remettez en cause ce regard pour avoir le regard du Huron comme le regard de la personne dite civilisée. Et vous mélangez tout ça et vous avez quelque chose qui vous permet de penser le monde différemment. Merci beaucoup pour vos réponses, Merci à monsieur vous. de Villepin. Merci, Monsieur de Villepin. Merci, Yahya. On voit que le Maghreb ne peut pas avancer seul. Les rapports de force régionaux, les tensions et l'émergence de nouvelles puissances jouent un rôle direct dans nos trajectoires. Et pour décoder ces dynamiques, sur un plan plus global, on invite Ella Rezgui à rejoindre l'intervention. Bonjour Monsieur de Villepin, c'est Bonjour. un honneur de vous avoir aujourd'hui. Après les événements du 7 octobre 2023, la situation en Palestine semble plus que complexe. Comment analysez-vous l'absence de perspectives géopolitiques claires et le risque que le conflit s'étende dans la région? C'est un vrai risque, même si l'accord de cessez-le-feu qui a été signé a constitué une étape. De la même façon, la résolution qui a été votée, contre toute attente au Conseil de sécurité il y a quelques jours, a marqué également une étape, mais on le voit bien, sur le terrain, les choses ne sont pas stabilisées et malheureusement, il y a encore trop de morts, trop de massacres. Donc, nous devons aller plus loin. C'est l'objectif qui est posé par cette résolution, même si le cadre de cette résolution ne permet pas d'entrevoir encore clairement ce que pourrait être un avenir pour la Palestine. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'exigences. La première, c'est un véritable cessez-le-feu, un véritable arrêt des combats qui permettent à la population de Gaza de retrouver souffle, de retrouver, grâce à une aide alimentaire adaptée, de retrouver une vie à peu près normale, sachant que Gaza est aujourd'hui divisé par la nouvelle ligne jaune qu'ont fixée les autorités israéliennes et qui coupe le territoire en deux, 53% pour la partie nord et le reste pour la partie sud, où la population de Gaza vit dans des conditions effroyables, de difficultés, d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau et de vie quotidienne. Quand on sait que tout est détruit, il n'y a pas aujourd'hui d'infrastructure de vie qui soit satisfaisante. Donc la responsabilité de la communauté internationale est immense. La résolution et le plan de Donald Trump, même s'il a pris en compte un certain nombre de remarques et de propositions qu'avaient fait les Européens, et en particulier le plan franco-saoudien, a permis d'introduire un peu plus de réalisme dans cette approche, il reste encore très largement insuffisant. Un conseil de paix, une force de stabilisation qui est censée remettre les choses en ordre, tout cela bute aujourd'hui sur une difficulté, qui est la démilitarisation du Hamas, qui reste dominant dans la partie sud du territoire et qui refuse cette démilitarisation, proposant aujourd'hui simplement de geler en quelque sorte ces armements sous le contrôle d'une force ou d'une autorité palestinienne. Donc il y a encore, on le voit bien, beaucoup d'étapes à franchir. Mais à la fois la responsabilité de la région, la responsabilité des grandes puissances, la responsabilité des pays européens et de toute la communauté internationale, c'est d'être capable de sortir de cette situation de blocage, parce qu'on voit bien que cette situation participe d'une insécurité qui va bien au-delà de la situation de Gaza. La situation de la Cisjordanie continue d'être tragique, avec toujours de très nombreuses violences qui ont lieu sur ce territoire. La situation du Liban n'est pas stabilisée, puisque il y a encore des attaques qui ont lieu par l'armée israélienne. De la même façon, la situation en Syrie, même si le nouveau régime de M. El-Shara a réussi à franchir une étape, il y a encore une grande difficulté à faire vivre ensemble ces communautés très disparates. Et je ne parle pas de la situation de l'Irak, la situation de l'Iran. Donc c'est un défi majeur pour l'ensemble du Moyen-Orient et pour la communauté internationale de ne pas perdre le fil de la négociation. Une des tentations
dans le nouvel ordre international, c'est de passer d'une crise à l'autre. On croit qu'on a réglé le problème parce qu'on a voté une résolution, on croit qu'on a réglé le problème parce que la situation s'est un peu améliorée et on laisse les choses en l'état jusqu'au moment où la crise s'ouvre à nouveau. Donc là, il y a un devoir de la communauté internationale, un devoir vis-à-vis de la population de Gaza et de la population palestinienne d'une manière générale, de pouvoir véritablement apporter une réponse, et une réponse dans la durée, une réponse qui ne soit pas un simple pansement sur la plaie, qui évidemment ne règle rien. Ainsi, avec l'émergence de nouveaux blocs et de nouvelles puissances, quelles conséquences voyez-vous pour les économies émergentes, comme celle d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient? Alors la concurrence entre les blocs donne un avantage très net dans la nouvelle mondialisation fragmentée que nous connaissons aux blocs qui s'organisent le mieux. Pourquoi ? Une région qui se prend en main, qui se développe, qui est capable de réorganiser les filières de production à l'échelle régionale, dans une proximité plus grande, elle bénéficie d'un avantage comparatif dans la mondialisation important. C'est ce qu'ont fait les Chinois avec l'ensemble des pays voisins, avec des pays comme le Vietnam, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, comme les Philippines. Ils ont développé des stratégies d'entreprise qui permettent d'optimiser des chaînes de production, des chaînes de valeur, bénéficiant d'une main-d'œuvre pas chère dans les pays voisins et de la technologie qu'apporte l'économie chinoise, ce qui permet à la Chine de vendre des produits à l'ensemble de ses pays voisins tout en bénéficiant du travail moins cher des pays voisins. Ce système-là, il donc donne un avantage comparatif très important aux régions qui se structurent. Et c'est pour cela que je plaide, en ce qui me concerne, pour que d'abord le Maghreb puisse avancer vers davantage d'unité économique, commerciale, culturelle, politique, et que le Maghreb, dans le cadre d'un grand voisinage, Europe, Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, puisse mettre en valeur l'ensemble des capacités et des ressources qui sont les nôtres. Le Maghreb constitue un nœud d'interconnexion très important pour l'ensemble de cette région. D'abord parce que on le voit dans le domaine des migrations, on le voit dans le domaine des marchés. Il y a des intérêts qui sont très connectés entre ces différentes régions. Les ressources énergétiques dont dispose le Moyen-Orient, les ressources humaines dont dispose le Maghreb, le fait que le Maghreb soit confronté à des situations sécuritaires très graves, notamment en ce qui concerne la région sahélienne, fait qu'il y a un intérêt commun. La capacité du Maghreb à participer au règlement de ces difficultés a une contribution immédiate, et pour l'Europe et pour le Moyen-Orient. Donc si nous établissons des synergies entre ces différentes sous-régions pour constituer un ensemble qui développe davantage ces relations dans tous les domaines, technologiques, économiques, ça se fait à l'avantage de tous. Donc je pense que aujourd'hui, il faut prendre conscience de ces synergies. On voit par exemple en Tunisie, des startups qui ont fait un chemin formidable, Instati et d'autres, qui arrivent à réaliser dans le domaine technologique, dans le domaine de l'automobile, et qui constituent aujourd'hui des exemples à suivre. Donc il faut prendre en compte cette nouvelle donnée géographique pour penser les relations entre nos États dans un cadre de voisinage et non plus dans le cadre ancien, simplement où l'on pensait aide au développement, on pensait coopération nord-sud. Nous sommes aujourd'hui véritablement dans une logique de voisinage et de coopération entre pays qui doivent fonctionner à égalité d'intérêt et de respect. Le recul de votre expérience politique et votre connaissance des rapports de force actuels, quel message aimeriez-vous faire passer à la jeunesse ? Quelles devraient être, selon vous, ses priorités pour s'affirmer dans un monde en pleine recomposition ? Alors je voudrais bien sûr essayer d'abord de faire passer un message d'optimisme. Je suis plus que conscient des difficultés qui sont devant nous. Des difficultés qui sont liées en particulier à quelque chose dont j'ai beaucoup souffert dans ma vie, qui est l'assignation. Nous sommes dans un monde où on voudrait chacune, nous enfermer dans une logique identitaire.
pour ce qui concerne les femmes assignées à des tâches, pour ce qui concerne l'ensemble d'entre nous assignés à une couleur de peau, à une religion et à une culture, à un destin. Je crois qu'il faut être capable de lever ces obstacles, être capable euh, de dépasser ces différends sans céder à ce qui constitue le débouché naturel de l'assignation. Le débouché naturel de l'assignation, c'est le ressentiment, c'est la revanche, c'est le combat contre l'autre. Je crois que si on est capable de passer d'une logique de ressentiment à une logique d'assentiment, rechercher au-delà de ce qui nous sépare, ce qui nous rassemble avec l'autre, pour avec l'esprit de ruse. Vous savez qu'il y a deux esprits dans la Méditerranée dont il faut toujours se souvenir. Quand on lit l'Iliade et l'Odyssée, vous allez passer votre bac de français bientôt, c'est pour moi un livre de référence. Je le relis presque tous les ans. Pourquoi ? Dans l'Iliade et l'Odyssée, il y a deux grandes figures. Il y a la figure d'Ulysse, c'est la figure de la force. C'est la capacité, par la colère, à régler ses comptes avec l'ennemi, et y compris parfois avec des ennemis qui vous veulent du mal. Et puis, vous avez une autre figure, qui est la figure d'Ulysse. Pardon, la première figure, c'est Achille. La deuxième figure, c'est Ulysse. La figure d'Ulysse, c'est la figure de la ruse. C'est la fidélité à soi-même. C'est la capacité à trouver en soi le moyen de contourner les obstacles. Eh bien, je pense que ce que je voudrais souhaiter pour tous les jeunes de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, c'est la même chose, l'esprit de ruse. Déjouer les obstacles, ne pas choisir de tomber dans les pièges qui nous sont tendus, les pièges qui vont alimenter la rancœur, qui vont alimenter le ressentiment. Au contraire, chercher à trouver la petite fenêtre, le petit passage qui va nous permettre de déjouer l'adversaire. Quand Ulysse fait face au Cyclope, eh bien, il se moque du Cyclope. Par la ruse, il va déjouer la rage et la fureur du Cyclope. Et il fera pareil avec toutes les tentations qui, sur son parcours, lui seront proposées. Donc, je crois que cet esprit de ruse, cette capacité aussi à faire face quand il faut faire face, elle est essentielle. Nous devons être fidèles à cet objectif qui est de construire des ponts, construire des passerelles. C'est vrai dans nos vies personnelles, c'est vrai dans nos vies familiales. On a toujours une bonne raison de se brouiller avec notre voisin, avec un cousin, avec une tante. Les raisons de rivalité, les raisons de colère sont nombreuses. Mais il faut toujours privilégier la recherche de solutions, la recherche de partage, la recherche de ce qui constitue la clé aujourd'hui pour la jeunesse du Maghreb comme pour la jeunesse européenne. C'est l'humanité. Ce qui est en danger dans un monde technologique, ce qui est un danger dans un monde dominé par de nouveaux empires, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est notre humanité. Nous ne devons pas être une simple donnée d'algorithme, une simple data qui sera utilisée par les grandes plateformes de la façon qui les arrangera. Nous devons rester des cœurs humains, nous devons rester des gens sensibles, nous devons rester des gens soucieux de culture pour que notre regard à l'autre, notre attitude vers l'autre, vers d'autres peuples, vers d'autres régions, soit toujours ouverte, faite de curiosité, faite de respect et faite d'estime. Je crois que c'est sans doute le meilleur bagage, celui qui nous permettra d'aller le plus loin en restant fidèles à ce que nous sommes. Merci Monsieur Dominique. Alors, le petit conseil de Monsieur Dominique, c'est de rester, toujours garder le côté humain, ne jamais négliger ça, et de faire face à tous les obstacles qui pourront nous rencontrer un jour, de la vie professionnelle, humaine, peu importe, il faut toujours rester. Étirer les leçons de l'expérience. Vous voyez, chaque jour est différent. Et tous les soirs, il faut être capable de faire le bilan de sa journée. C'est pour ça que partout où je vais, j'ai un petit carnet, et ce carnet ne me quitte jamais. Et j'en ai comme ça, je dirais presque des centaines. Et je les remplis, et je relis tous les jours ce que j'ai écrit pour en tirer quelques leçons et faire en sorte que la journée de demain soit meilleure, soit plus utile, soit mieux approchée. Donc, apprendre de ses erreurs, c'est une leçon de vie.
Merci Ella. Tu viens de replacer nos défis dans un grand tableau mondial avec ses tensions et ses lignes de fracture. Alors, au-delà des stratégies et des rapports de force, il reste une dimension cruciale et essentielle. Le sens, la culture et l'humanisme. Et cette question simple mais redoutable, comment transformer nos idéaux en actions concrètes? Pour conclure ce parcours, Linam Hamdi Bonne ram- chance pour le bac. Merci beaucoup. Linam Hamdi ramène le débat au cœur de l'engagement humain. À toi. Bonjour, Monsieur Dupin, j'espère que vous allez Bonjour. très bien. Alors, avant d'entrer dans les questions, une évidence s'impose. Votre regard porte à la fois la rigueur d'homme d'État et l'élan du poète. Un peu comme chez Victor Hugo, quand la plume éclaire ce que la politique peine parfois à nommer. D'ailleurs, ma première question est juste là où ces deux dimensions se rencontrent. Vous êtes à la fois poète et homme d'État. Dans les moments où la décision politique semble être incertaine, la poésie vous a-t-elle apporté une certaine clarté ou de recul que l'action publique ne permet pas toujours? La poésie m'a permis de supporter beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais elle a surtout permis d'alléger le regard que je portais sur la vie, parce qu'elle vous ramène à l'essentiel. La poésie vous ramène à des sentiments premiers. Euh, Regardez le lever du matin, l'aube, le crépuscule, jeter un regard sur la nature, jeter un regard sur le geste de celui qui passe dans la rue, de celui qui vous sert le thé le matin. Ce sont autant de raisons de réconfort, de réconciliation. La poésie, c'est l'expression la plus forte de notre humanité commune. C'est le rappel de notre devoir d'homme, de femme. C'est la cohérence, la mise en cohérence de notre regard, de nos sensations, de nos raisons, à travers un chemin. Et c'est ce que les poètes nous offrent. C'est souvent une vie de poète, une vie de difficulté, une vie d'épreuve, mais tous les mots qu'ils ont été cherchés, comme on va chercher un peu d'eau dans le puits ou quelques pierres dans la rivière, tous ces mots nous aident au quotidien. J'étais très ami avec le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, et le lisant, le relisant, je voyais cette capacité à faire en sorte que les mots, que les émotions, à chaque fois renforcent votre identité, renforcent votre compréhension de la vie, des autres et du monde, sans jamais céder à la tentation de l'aigreur. Le combat de la vie, c'est beaucoup un combat contre tout ce qui nous avilit, tout ce qui nous noircit, et au contraire, de promouvoir ce qui nous élève, promouvoir ce qui est beau, ce qui est clair, et non pas ce qui obscurcit. Donc oui, la poésie a été pour moi et reste pour moi un accompagnement de tous les jours, une exigence de tous les jours, comme si en fin de journée, les mots qu'on a employés étaient usés, fatigués, noircis par le labeur de chaque jour. Et comme s'il fallait que la langue retrouve sa fraîcheur, son innocence, retrouve sa capacité à dire le monde. Dire le monde, dire nos pensées aux autres, de façon à pouvoir partager les choses simples de la vie, se retrouver pour le dîner, non pas en consultant, comme on le voit trop souvent dans le monde d'aujourd'hui, nos portables. On voit des familles qui sont au restaurant ou même chez elles, toutes rivées sur leur portable. Non, le repas est un moment de partage. On laisse les portables en dehors de la table. Et là, la langue, une langue qui n'est pas une langue usée, mais une langue d'émotion, une langue d'affection, une langue de partage, retrouve ses droits. Et c'est en ça que la poésie, qui est la plus haute tenue, la plus haute exigence de la langue, vous aide à redresser la tête, à rafraîchir votre regard et surtout à rafraîchir votre cœur. Merci pour votre réponse. Passons maintenant aux choses sérieuses en parlant des... Les choses qu'on a dit étaient très sérieuses. Mais oui, en parlant plutôt des actions qui interrogent la conscience collective. Je pense que ça, c'est plus sérieux, non?
Alors, que pensez-vous de la flottille Soumoud partie de Tunis pour Casa? Est-ce un geste fort face à l'impuissance des diplomaties? C'est un geste qui témoigne de la volonté hem, d'un certain nombre d'hommes, de femmes, de ne pas accepter l'inacceptable et donc de réagir. Chacun doit réagir en conscience. Et le fait de participer à une action collective, cela permet de marquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc ça définit un seuil. C'est ce qui s'appelle l'engagement. La question de l'engagement, elle se pose à nous tous. Elle se pose dès un très jeune âge. Quand on est confronté à des situations que l'on refuse, on a le choix soit de réagir individuellement, soit de réagir collectivement. Donc je pense que nous sommes dans un monde où nous sommes souvent dépassés, débordés par des Évidemment. douleurs, par des injustices et que, chacun d'entre nous a le choix, soit, de rester passivement dans son salon devant la télévision ou au contraire, de s'organiser, de s'unir. Alors c'est vrai dans le combat social, c'est vrai dans, le combat, culturel, c'est vrai dans le combat politique ou diplomatique ou dans l'action humanitaire. Je crois que de ce point de vue, l'action collective peut faire la différence et peut permettre de marquer, des seuils, de donner, des exemples qui permettent de changer l'histoire et parfois même de changer le monde. Évidemment. Et finalement, puisqu'il est aussi question d'avenir et de transmission, avec votre parcours, quel enseignement essentiel aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations qui rêvent d'allier idéal humaniste et engagement concret? Alors je reviendrai, mmh, à ce qui pour moi constitue le cœur de toute vie et le cœur de tout engagement. Quel humanisme! L'humanisme, c'est, non seulement un devoir que nous avons par rapport à nous-mêmes, c'est bien sûr un devoir que nous avons par rapport aux autres. Le regard que nous portons sur les autres, le respect que nous devons aux autres, mais le respect que nous devons aussi autour de nous, à la nature. Nous sommes dans un monde qui est un monde de rareté et malheureusement, les générations qui ont précédé et notre génération a en grande partie mis à mal la planète, mis à mal la biodiversité, n'a pas prêté suffisamment attention à tous les seuils du réchauffement climatique, n'a pas pris en compte la multiplication des pollutions. Aujourd'hui, nous voyons que ce monde-là, hem, par les dégâts causés par, ce réchauffement climatique, ce monde-là devient, dans certains cas, de plus en plus insupportable et que cela menace la vie, la survie même, d'un certain nombre de populations et on le voit avec, les migrations climatiques. Donc nous avons le devoir d'agir et l'humanisme, c'est un engagement. C'est un engagement à préserver notre conscience d'être humain, notre conscience d'être humain engagé dans une société, dans une époque, pour essayer d'apporter notre contribution. Vous connaissez la fable ou la référence du colibri. Le colibri prend une goutte d'eau et il va la transmettre un peu plus loin. Eh bien, chacun d'entre nous, peut-être ne pourrons-nous pas transformer de très grandes choses, mais on peut apporter notre contribution qui, alliée à la contribution de ceux qui sont autour de nous, vont finir par constituer de très grandes choses. Donc, ne pas s'enfermer dans des attitudes passives, ne pas s'enfermer dans des attitudes qui acceptent ce qui est inacceptable, mais au contraire réagir, euh, penser les alternatives. Je crois que c'est une exigence qui nous permettra de maintenir cette humanité si importante au fond de nous et de la partager. Merci beaucoup pour votre réponse, Merci à Monsieur vous. Duvulpin. Merci. Merci à Monsieur de Villepin pour cet échange. Un petit geste pourra faire une très grande différence. Il faut juste prendre l'initiative de faire le premier pas. Merci. Nous arrivons malheureusement fin d'interview. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Deville. Alors le mot de la fin, il faut trouver un mot de la fin. Alors je prendrai un mot très simple. Vous savez, quand on se couche le soir et qu'on fait le bilan de sa journée, Mm. comme quand on quitte un ami ou quelqu'un qui n'est pas un ami, on ne réfléchit pas suffisamment à ce qu'on laisse en partant. Et il y a une règle que m'avait fixée ma mère, donc je la partage bien volontiers, qui est « ne te couche jamais sans avoir demandé pardon à ceux à qui tu as pu faire de la peine ».
Alors que on ait un geste d'humeur parce qu'on a été agacé par telle et telle chose, un journaliste qui a posé une question que l'on considérait comme déplacée, que ce soit un passant qui a, avec sa voiture ou avec sa charrette, éclaboussé le bas de votre pantalon. Dans tous les cas, demander pardon, c'est se mettre à hauteur d'homme. C'est faire appel à notre humanité. Oui. Je crois que ne jamais céder à l'arrogance des chances que la vie vous a données. Ne jamais céder au sentiment que l'on détient seul la vérité. Accepter de partager et accepter de s'excuser quand on a eu un geste ou un mot déplacé, ça nous ramène en permanence à la vie simple. Nous avons besoin d'une vie simple pour pouvoir mener une vie bonne. Évidemment. Faire appel à l'humanisme, le dernier mot de Monsieur de Villepin. Merci encore une fois pour cet échange et pour l'opportunité accordée aux jeunes hommes que je vais vous présenter. Donc vous étiez avec Lina Mohamedi. Isabelle Aïd. Yahya Ibrahim. Et la Resgui. Eh bien, bravo. J'étais très, très heureux de pouvoir partager avec vous Nous de même. et de constater votre engagement, votre talent. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci encore Merci. une fois. Merci encore une fois. Restez connectés et suivez la Z-Band sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de l'IACE pour un nouvel épisode. Au revoir.